Merci d'être avec nous en ce jeudi 27 mars pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. Le meeting organisé par le ministre allemand Oumarou à Zender la semaine dernière et cette réaction du syndicat autonome des magistrats du Niger, il a gravement violé une décision de justice, martèle le syndicat, puis le même syndicat de dénoncer les pressions dont sont victimes les juges de la part de l'exécutif au point de mettre en péril les principes sacro-saints de l'indépendance de la justice et de l'égalité des citoyens devant la loi. Tous à la place de la concertation ce samedi 29 mars pour un meeting et pour dénoncer l'opacité qui entoure l'interminable négociation minière entre le gouvernement du Niger et Areva. C'est une invitation du cadre des structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger à suivre dans ce journal. Après le sommaire, les détails. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue. Point de presse, dis-je ce matin, du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman. En tenant un meeting à Zender, a commencé par dire le syndicat, le ministre Alma Oumarou a gravement violé une décision de justice, puis le Saman de taper du poing sur la table en fustigeant les pressions dont sont victimes les juges de la part de l'exécutif et la menace, le péril qui guette les principes sacro-saints de l'indépendance des juges et de l'égalité des citoyens devant la loi. Écoutons le secrétaire général adjoint du dit syndicat, il est au micro de Michel Deji. Monsieur Allemand a tenté d'expliquer qu'il n'avait pas reçu signification de la décision. Cela n'est pas vrai. Lorsque le juge a été saisi de cette affaire, l'huissier a servi régulièrement une assignation à Allemand et consort. C'est vrai, il n'avait pas trouvé M. Allemand ce jour-là, mais il a laissé quand même citation à l'entourage de M. Allemand Oumarou à charge pour celui-ci de l'en informer. L'audience est tenue sans leur présence. Encore qu'ils savaient, puisqu'on leur a servi l'assignation à comparaître devant le juge des référés. La décision a été rendue par défaut et le même jour, l'huissier est reparti leur signifier cette ordonnance-là. Là également, on a créé tous les obstacles possibles pour empêcher à l'huissier de servir cette signification-là. Simplement pourquoi? Parce que justement on était dans le projet qu'on avait, c'est-à-dire de tenir coûte que coûte ce rassemblement-là. Lorsque vous empêchez à un huissier de venir vous signifier une décision qui vous empêche de poser un acte, est-ce que vous êtes recevable demain à venir soutenir que la décision ne vous est pas opposable parce que vous n'en étiez pas informé? C'est vous qui avez créé les conditions pour ne pas en être informé. Et puis dans son propos, M. Allemand lui-même a parlé d'un huissier qui est venu le voir avec, dit-il, une attestation de décision. Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un huissier qui est venu le voir, lui signifier que la manifestation qu'il projetait d'organiser est interdite. Mais malgré cela, il l'a tenu quand même. La suite a retrouvé en partie magazine de ce journal. Autre déclaration dans le même esprit, celle du cadre des structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger, Cause Niger. Il convie la population à un meeting ce samedi 29 mars à la place de la concertation pour dénoncer l'opacité, selon lui, qui entoure les négociations minières entre le gouvernement du Niger et Areva. Écoutons la vice-coordinatrice du ROTAB à ce sujet. Dénonce l'opacité qui entoure ces négociations, surtout dans cette phase actuelle. Constate et condamne l'incapacité du gouvernement à défendre la souveraineté économique de notre pays, comme en atteste le non-respect par Areva et le gouvernement de l'article 3 du décret numéro 2013-580-PRN-MDD-MMD-DI du 27 décembre
2013, modifiant et complétant le décret numéro 2006-265 PRN et du 18 août 2006 fixant les modalités d'application de la loi minière qui précise qu'à défaut de conclusion d'une nouvelle convention à la date d'expiration d'une convention minière, les opérations minières sont poursuivies dans le respect de la réglementation minière en vigueur, en l'occurrence le Code minier 2006. Rappelle au président de la République son devoir de respecter et de faire respecter les lois et règlements de notre pays et attire son attention contre toute révision de la loi minière 2006 dans le but de prendre en compte les déshydratats d'Areva. Condamne les agitations de certains princes du pouvoir qui persistent à justifier la rébellion d'Areva contre la loi minière 2006. Se soucie ainsi beaucoup plus de la santé financière de cette entreprise que celle des secteurs sociaux pouvant bénéficier de la centaine de milliards qu'induira l'application de la loi minière 2006. Constate avec consternation le mutisme complice et démissionnaire de l'opposition politique quant à son indifférence à la question de négociation avec Areva. Toute chose qui traduit le soutien dont bénéficient ces derniers au sein de tous les blocs politiques. Rappelle aux députés nationaux leurs obligations de défendre les intérêts du peuple qu'ils présentent et les exhorte à user de leurs droits constitutionnels pour l'application du code minier et pétrolier. Enfin, lance un appel à tous les citoyens à sortir massivement pour prendre part au meeting qu'ils organisent le samedi 29 mars 2014 à partir de 8h à la place de la concertation devant le Parlement, en vue de défendre leurs droits constitutionnels en matière d'exploitation et de gestion des ressources naturelles et exiger le respect strict du Code minier 2006. Ce matin, dans l'amphithéâtre du SNAD, l'on a successivement organisé le lancement officiel des activités de la plateforme des organisations de la société civile intervenant sur le changement climatique et le développement durable au Niger, mais aussi un atelier de planification stratégique. Pendant 3 jours, les acteurs vont se pencher sur la priorisation des activités de plaidoyer pour l'autofinancement de l'adaptation au changement climatique. Adam Ousmana et Ibrahim Abdou nous en donnent les détails. Conjuguer leurs efforts afin de relever les défis posés par le changement climatique pour un développement durable, tel est le souci majeur ayant conduit plusieurs organisations de la société civile nigérienne intervenant dans le domaine à la mise en place d'une plateforme. Ainsi, la présente rencontre marque le démarrage des activités de cette plateforme avec pour baptême de feu un atelier de planification stratégique permettant à ces acteurs de la société civile de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des conventions ratifiées par le pays sur les questions environnementales. D'ores et déjà, plusieurs rencontres entre structures concernées ont été organisées, ce qui a abouti à la mise en place d'une cellule de coordination et la création de 6 groupes thématiques pour mieux organiser le travail au sein de la plateforme. Pour finaliser ce processus, il est important de faire connaître cette structure aux autorités et aux partenaires intéressés par la question des changements climatiques à travers ce lancement officiel qui se veut une cérémonie de déclic de nos activités. Des activités qui seront appuyées par le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, a rassuré son secrétaire exécutif à cette rencontre, tout en louant l'avènement de cette plateforme. La mise en place de cette plateforme représente l'une des initiatives majeures en cours au Niger en matière de lutte contre le changement climatique et pour assurer un développement durable au profit de notre environnement et de nos populations si vulnérables, et enfin pour créer les conditions nécessaires à même de rendre notre économie plus résiliente aux défis émergents et nouveaux
dans le contexte d'éradication de la pauvreté. Pour sa part, le représentant du ministre de l'Environnement, procédant au lancement des activités de ce cadre, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette plateforme et les objectifs assignés au présent atelier. Valider l'initiative de plaidoyer sur le financement de l'adaptation au Niger, élaborer une stratégie appropriée pour l'opérationnalisation du Fonds vert, élaborer un plan d'action de la plateforme allant jusqu'en décembre 2015. Ce cadre fédérateur que je salue vivement et encourage permettra ainsi à la société civile d'être plus dynamique, plus efficace et structurée afin d'appuyer les efforts du Niger en matière de lutte contre le changement climatique et à asseoir un développement durable. Les 72 heures que dureront ces conclaves vont permettre à ce tout nouveau cadre de concertation des organisations de la société civile actives dans la lutte contre le changement climatique et le développement durable de disposer d'une vraie politique pour mener à bien sa mission. Dans le même chapitre, presque, une formation aux techniques de production maraîchère et de valorisation des cultures maraîchères a été dispensée à 26 femmes du réseau d'Ogney du village de Koiria Gourma dans la commune rurale de Namaro. Elle a duré du 29 février au 17 mars dernier et c'est une initiative de Iverprod appuyée par le FAFCA, Adam Soumana. Aider le monde paysan à améliorer ses conditions de vie afin de faire face à l'insécurité alimentaire, tel est le souci majeur de l'ONG Intelligence Verte pour la promotion du développement durable, Iverprod. Cependant, cette dernière est consciente que la réussite de sa politique passe inéluctablement par le renforcement des capacités des groupes cibles, d'où la formation des femmes du village de Koiria Gourma sur la maîtrise des techniques culturelles et la valorisation des différentes productions maraîchères. Une formation vivement saluée par les bénéficiaires du réseau d'Ogney. Kuna prezo wa anino bonfere bambata anino dumi sayem bonfere meskan irte dumi sayda wato dindin ni won sangala karo irga dumi zo say talla ya tinno irsu du fond kana adoga irsu du fond kana atunandi kuna alhamdulillah irni dumi zo say irgo gudu fond kana adoga irgo du fond kana atunandi kalid dumi zo handas kalam temis kana limanda tabgite diditi tonkagite diditi tafanwagite diditi no hare alhamdulillah ni ko sabu irgo sabirgo talfi irgo sabu gomnati se irgo sabu poreza se irgo sabu workan kase irgo gor fondu goy do ko karo ko workan des irgo projet foka fondu goy irga sina kan atte iver police kan irga sina irgo boray wose kango kalgoy ke irgu gwamnato mu fofo da wani sigiro kan ada wai borai fondo wora la bizai mo ayin fondo amma irgu ba ga sina mtonton zam wai borai gba kwarai mo gba. Une formation tant théorique que pratique d'une vingtaine de jours qui doit son succès grâce à une équipe dynamique de formateurs. Cette formation cadre parfaitement avec l'initiative 3N du président de la République, les Nigériens, nous aussi les Nigériens. Parce que vous le savez, donc, pour améliorer donc, la production maraîchère, il faut renforcer les capacités des productrices ou des producteurs. Donc à travers cette formation, les femmes là ont reçu donc, les formations dans un premier temps et donc les techniques de production donc, des cultures maraîchères, donc à la préparation des sols jusqu'à la récolte. Et en plus de ça, ils ont bénéficié donc, aussi donc, des techniques de production donc, des fertilisants donc, à travers donc, la fabrication de compost. Et en plus de ça, ils ont encore bénéficié donc, des luttes alternatives contre les ennemis des cultures. Nous remercions FAFCA
pour ce soutien qu'il a pu nous donner pour que les femmes du village de Foria ont bénéficié d'une formation de 20 jours. Donc il y a 26 femmes de ce village qui ont pu bénéficier de cette formation. Donc nous voulons que Forca aussi puisse nous aider dans ce cadre parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui attendent ce genre de formation. Parce que vous êtes sans savoir que le gouvernement a initié un programme 3 ans pour que tous les Nigériens puissent en bénéficier. Donc nous voulons vraiment un appui. Le fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage en partenariat avec l'ONG Iverprod apportent ainsi leur modeste contribution à la réussite de l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens, si chère aux autorités du pays. Il appartient alors à ces dernières et aux différents partenaires de vulgariser davantage ces sessions de formation. Monsieur Pouria Amir Chahi, député français de l'étranger et en même temps secrétaire de la commission des affaires étrangères du Parlement français, séjourne au Niger et cet après-midi même à Niamey, au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, il a fait le point de sa visite à travers une conférence de presse. Nous l'écoutons. Cette question du juste prix, c'est ça le sujet. D'abord, a été négligé. Donc il a été rehaussé au lendemain de l'élection de l'actuel président, M. Issoufou, et puis il a été remis en discussion, et je crois savoir que en début du mois de mars, le 9 mars, la direction de l'entreprise arriva et s'est rendue ici, et a été reçue d'ailleurs en audience par le président de la République. Bon. Donc on en est là, c'est dans un débat constructif, intelligent, je crois, entre les deux parties, qui représentent une stratégie d'entreprise d'un côté, mais utile à la nation française, car elle est utile à l'approvisionnement en énergie nucléaire, comme vous le savez, car à ce stade, c'est sur l'énergie nucléaire, entre autres, que repose une partie de la capacité énergétique française, et d'autre part, le juste retour qu'en tire le Niger. Non seulement en termes de prix, mais aussi en termes de redistribution au peuple nigérien. Et ça, c'est une affaire interne au Niger. Donc, mais c'est un enjeu aussi démocratique, parce qu'on parle de démocratie. Donc on en parle très librement. Moi, je crois que la discussion, elle est engagée sur des bases dont je ne connais pas le détail. Je ne suis pas un spécialiste du cours de l'uranium. Et je ne suis pas non plus avocat d'une partie en particulier, mais je m'inscris pleinement dans la stratégie du gouvernement français qui a réaffirmé sa position à l'Assemblée nationale, et en même temps, je suis soucieux que les intérêts bien compris de tout le monde soient pris en compte. Mais je voudrais dire aussi une chose, c'est que on ne peut pas simplement se focaliser sur la question énergétique, sur le seul aspect de l'industrie extractive de l'uranium. Parce qu'un jour, il n'y aura plus d'uranium. Et que la question qu'on doit se poser, Nigériens et Français, c'est la suite. Les Nigériens, Français, Ivoiriens, Sénégalais, Chiliens, et bref, le monde entier. Et donc toute l'humanité est confrontée à ce changement de modèle. Donc on comprend qu'il y ait aujourd'hui une exigence particulière à la fois de qualité, de retour sur investissement, de juste prix, de rémunération, de redistribution. Mais la question qui va nous être posée dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, c'est le nouveau modèle de développement. Est-ce qu'on sort de l'économie carbonée et comment? Est-ce qu'on reste sur un modèle nucléaire ou pas? Est-ce qu'on le sécurise ou est-ce qu'on va progressivement vers des énergies renouvelables, plus sécurisées? Bon. Donc c'est ça l'enjeu, à mon avis, qui doit concerner nos deux sociétés, qui doit mobiliser nos gouvernements, nos chercheurs, nos scientifiques, nos ingénieurs, ensemble. Au centre culturel franco-nigérien toujours, décidément si bien inspiré, une conférence débat sur le thème francophonie. Que voulons-nous faire ensemble a eu lieu. Notre reporter Youssouf Omar y était, il nous fait le point. Ce que l'Afrique a en commun avec la France, c'est la langue française. L'honorable député français Pouria Amir Chahi est venu au Niger pour animer la présente conférence dans l'optique de mieux partager la langue de Molière. Le conférencier a entretenu l'assistance sur la thématique francophone. Que voulons-nous faire ensemble? Deuxième aspect,
puisque je parle de mise en commun, c'est la question de la mobilité des personnes. C'est vite compliqué de dire on va faire un grand ensemble, on va construire un espace, mais on va pas pouvoir se mélanger, on va pas pouvoir accepter la mobilité des personnes, les allers-retours, les allées-venues, les rencontres entre les citoyennes et les citoyens. Bref, c'est la question de la mobilité. Donc j'ai proposé dans le cadre du rapport un visa francophone. Alors je comprends bien qu'il y a des enjeux migratoires qui sont lourds et qu'on ne peut pas du jour au lendemain régler l'ensemble de la question migratoire en 5 minutes simplement parce qu'on décrète la fraternité humaine et a priori et a fortiori la fraternité francophone. Mais enfin on peut quand même déjà engager des pistes sérieuses pour que en 10 à 15 ans on ait façonné un espace commun. Quelques minutes après l'exposé du député français, la parole a été donnée aux participants pour des questions en rapport au partenariat entre la France et les autres pays francophones. Des réponses leur ont été apportées, mais pas convaincantes. Je suis déçu. En tout cas, je n'ai rien tiré de cette conférence-là. En fait, lui-même, il est conscient, même lorsqu'il a voulu s'opposer à ce que j'ai dit, parce que moi, j'ai résumé sa conférence à 2 choses. C'est que la francophonie n'est que rêve. C'est une utopie. La modératrice aussi a dit le même mot. Il n'y a rien de concret. En tout cas, les Africains n'ont rien tiré en dehors du fait qu'on voudrait nous imposer une langue qu'est le français dans le cadre de notre apprentissage. Pendant 50 ans de coopération avec la France, il n'y a rien qui marche dans l'école nigérienne. Et c'est un exemple palpable. Moi, je dis que la conférence, c'est juste le monsieur, il est venu juste pour voir comment l'attention nigérienne est par rapport à leur coopération. C'est seulement ce que moi je dis. Parce que moi, je n'ai même pas vu ce que ça va contribuer en termes de développement, je suis dessus vraiment. Mes sentiments par rapport à cette conférence, le thème est très bien fait parce qu'il est fédérateur, il voudrait lancer les bases d'une nouvelle coopération franco-africaine pour la promotion de la langue française. Bon, au fond, en soi, il n'y a aucun problème dedans, mais bon, je trouve qu'il est fait pour susciter les langues nationales africaines, base de notre culture et puis de notre rayonnement culturel et de notre développement. Le député reste sur sa position, on doit rendre encore plus mobile la langue française. Dans cette mondialisation qui voit des aires géoculturelles s'affirmer autour de langues centrales, on le voit autour des arabophones, des hispanophones, des lusophones, eh bien nous les francophones d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, je crois que nous avons aussi intérêt à nous unir pour construire ensemble dans cette mondialisation un imaginaire commun et pourquoi pas dans les 10-15 ans qui viennent un espace commun de mobilité, de savoir, de sciences, d'économie, de richesse. C'est en tout cas le sens des propositions que moi j'ai formulées dans le rapport d'information parlementaire que j'ai présenté à l'Assemblée nationale, qui a été voté, mais qui n'est pas un débat français, qui est un débat francophone. En tout cas, la meilleure façon de faciliter la mobilité de la langue, c'est d'ouvrir la frontière de la France à tout individu désirant la franchir. Et pour finir, la vive réaction du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman au meeting tenu à Zender par le ministre Alma Oumarou et sa colère face aux pressions subies par les juges de la part de l'exécutif. C'est le menu de la partie magazine de ce journal. Bonne réception et excellente soirée à notre compagnie. Au revoir. Aujourd'hui, l'actualité, c'est un ministre de la République qui viole allègrement, délibérément une décision de justice. Quand vous ajoutez à cela la pléthore d'affaires en souffrance du fait du peu d'empressement du pouvoir exécutif à satisfaire aux demandes multiples de la justice, quand vous ajoutez la pléthore d'affaires dans lesquelles les procédures sont en souffrance parce que les juges qui traitent ces dossiers souffrent de pressions multiples. Quand vous mettez ensemble tous ces éléments, vous avez le tableau du malaise de notre justice que j'évoquais tantôt. Nous allons voir ces points un à un.
en vous livrant donc les observations qu'elles ont suscitées en nous. Et je voudrais bien que nous commencions par l'affaire qui fait l'actualité, c'est l'affaire du meeting de Zender organisé par M. Alma Oumarou. Ce meeting a été organisé en violation d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Zender. Ordonnance de référé numéro 7 du 22 mars 2014. Nonobstant cette décision de justice exécutoire, parce qu'il faudrait se rappeler que nous sommes en matière de référé et le référé, c'est une procédure d'urgence. Donc les décisions sont exécutoires par provision. Nonobstant donc cette décision, M. Alma Oumarou et ses amis ont cru être en droit d'organiser ce rassemblement qu'ils avaient prévu d'organiser. Nous l'avons suivi hier, tentant de se justifier. Son attitude n'a fait que rappeler en nous cet adage qui dit que ne s'excuse que celui qui s'accuse. Lui-même, il est dans une posture gênante où il sait qu'il a commis une faute qu'il ne devrait pas commettre vu son rang, vu les responsabilités qu'il occupe. M. Alma a tenté d'expliquer qu'il n'avait pas reçu signification de la décision. Cela n'est pas vrai. Lorsque le juge a été saisi de cette affaire, l'huissier a servi régulièrement une assignation à Alma et consort. C'est vrai, il n'avait pas trouvé M. Alma ce jour-là, mais il a laissé quand même citation à l'entourage de M. Alma Oumarou à charge pour celui-ci de l'en informer. L'audience s'est tenue sans leur présence. Encore qu'ils savaient, puisqu'on leur a servi l'assignation à comparaître devant le juge des référés. La décision a été rendue par défaut et le même jour, l'huissier est reparti leur signifier cette ordonnance-là. Là également, on a créé tous les obstacles possibles pour empêcher à l'huissier de servir cette signification-là. Simplement pourquoi? Parce que justement on était dans le projet qu'on avait, c'est-à-dire de tenir coûte que coûte ce rassemblement-là. Lorsque vous empêchez à un huissier de venir vous signifier une décision qui vous empêche de poser un acte, est-ce que vous êtes recevable demain à venir soutenir que la décision ne vous est pas opposable parce que vous n'en étiez pas informé? C'est vous qui avez créé les conditions pour ne pas en être informé. Et puis dans son propos, M. Alma lui-même a parlé d'un huissier qui est venu le voir avec, dit-il, une attestation de décision. Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un huissier qui est venu le voir, lui signifier que la manifestation qu'il projetait d'organiser est interdite. Mais malgré cela, il l'a tenue quand même. Nous avons appris que toute la journée de ce samedi, d'ailleurs, ses partisans avaient sur les médias locaux crié que personne ne pouvait leur empêcher de tenir leur meeting. Ils savaient que le juge était saisi. Ils disent « Personne ne peut nous empêcher de tenir notre meeting ». Ça rappelle ce qu'on disait déjà quelque part. Et d'ailleurs, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes qui disaient la même chose. En 2008-2009, quand ils disaient « Personne ne peut nous empêcher de tenir notre référendum ». Ce sont les mêmes personnes. Cela est d'autant plus grave que ça émane d'un ministre de la République. Ailleurs, lorsque un ministre de la République commet un impair, même le plus petit, il en tire les conséquences. Son groupe politique en tire les conséquences. Mais chez nous, lorsqu'on commet les forfaitures les plus abjectes, on s'y accroche et on essaye même de leur trouver des justifications. Demain, on va nous parler de l'impunité. Mais quel est le facteur le plus important de l'impunité dans ce pays? Si ce n'est la politique. Tous ceux qui courent
dans la politique, ce sont des gens qui ont quelques problèmes quelque part avec la justice. Et en s'abritant sous le parapluie de la politique, ils se garantissent une certaine impunité, parce que je l'avais dit au début de mon exposé, qu'il y a un silence, une absence de réaction totale de la part de ceux qui ont la responsabilité de faire en sorte que les choses ne se présentent pas de cette façon-là. M. Alma a violé délibérément cette décision de justice et nous pensons que le ministre de la République qu'il est devrait en tirer les conséquences, ou en tout cas ceux qui l'ont nommé à ce poste devront en tirer les conséquences. L'affaire de Madame la députée et du député également qui a agressé un enseignant sur son lieu de travail. Sous la 7e République, un député qui agresse un enseignant, c'est normal. Un député qui invective un juge, c'est normal. Personne ne bronche. Il y a eu la procédure, il y a eu les deux procédures. Le parquet a adressé une requête au fin de lever de l'immunité parlementaire de ces deux députés afin qu'ils viennent devant la justice s'expliquer par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Silence total par rapport à ces deux requêtes adressées par la justice. Il y a d'autres affaires dans lesquelles la justice éprouve des difficultés. Une affaire à Ngigimi, où un militant du PNDS, un entrepreneur récemment reconverti au PNDS qui aurait des procédures au niveau du tribunal de Ngigimi, les juges de ce tribunal subissent moult pression dès l'instant où ce monsieur a changé de camp politique. À Kolo, c'est l'affaire de la Sonussi qui a également, ou qui défraie également la chronique. L'affaire de la Sonussi, un certain nombre de responsabilités, de responsables sont susceptibles d'être impliqués. Et à partir de ce moment, les juges qui ont en charge de ce dossier éprouvent également toutes les difficultés du monde parce qu'ils subissent des pressions multiples, au point où ils nous ont dit que même les OPJ qui sont censés les assister dans la conduite de cette procédure leur refusent maintenant leur concours d'une façon ou d'une autre. Quand un OPJ vient dire à un juge, monsieur le juge, le monsieur que vous m'avez demandé d'aller chercher, je ne l'ai pas vu, ou bien il ne répond pas à mes appels, ça veut dire simplement que l'OPJ n'exécute pas les instructions du juge. Mais nous ne jetons pas la pierre sur nos OPJ. Ils font un travail remarquable. Ce sont des collaborateurs exceptionnels. Nous connaissons les difficultés dans lesquelles ils travaillent. Les OPJ croulent sur le poids des hiérarchies multiples. Lorsque la justice leur instruit de faire quelque chose, quelque part un contre-ordre tombe pour leur dire de faire le contraire. Et entre ces deux hiérarchies, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Nonobstant le fait que les lois sont claires, qu'en matière de police judiciaire, la seule hiérarchie d'un OPJ, c'est le procureur de la République. Mais allez savoir, dans ce pays, nous avons combien de procureurs de la République, nous avons combien de chefs de parquet, entre griffes. Et c'est cela qui entrave le travail de la justice. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique, chaque fois que la justice, dans le cadre de son travail naturel, chaque fois que la justice essaie de faire la lumière sur des événements, des situations qui intéressent la nation, chaque fois que la justice essaie de faire ce travail, et que ce faisant, les investigations risquent d'atteindre des personnalités qui sont plus ou moins proches du pouvoir, on lui crée des obstacles. Cela n'est pas normal. Et c'est le lieu ici de le dénoncer. Lorsque la justice rend une décision, quand ça touche des personnalités plus ou moins proches du pouvoir, elle s'assoit dessus, elle ne les respecte pas. Vous pensez que le meeting de Zender, si c'était un autre bord politique qui devrait l'organiser, il aurait pu se tenir? Combien de policiers on aurait envoyé ce jour-là sur la place où se tenait le meeting pour tout simplement le disperser? Il y a eu des cas où on a vu que même lorsque la justice a autorisé des manifestations, la police a été envoyée pour empêcher aux gens de manifester. Est-ce que c'est cela la justice dans un État démocratique? Beaucoup de dossiers sont en souffrance aujourd'hui dans nos cabinets, tout simplement parce que la justice ayant fait sa part de travail,
Il revient à l'exécutif d'assumer la sienne. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, il y a au moins une bonne trentaine de demandes, toutes confondues. Demande de levée d'immunité contre certains députés, mise en accusation contre certains membres du gouvernement ou anciens membres du gouvernement, que le parquet de Niamey a envoyé au niveau de l'exécutif. Lettre morte, aucune réponse. Et chaque fois qu'on parle d'assainissement, d'infractions économiques, on veut accabler les juges. À un moment donné, on a fait croire que ça n'avançait pas parce que les juges étaient corrompus. L'expérience a démontré le contraire. Les outils qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour accabler les juges ont démontré le contraire. Je veux parler de la ligne verte, dont les statistiques ont montré à peine 1% de cas de corruption. Et ça aussi, ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas la corruption au sens pénal du terme. Pouvait être imputé à quelques magistrats. Et du reste, certains magistrats ont même fait la prison sur la base de ces suspicions-là. Nous n'avons jamais fait obstacle lorsque ça touche nos collègues qu'ils subissent ce que la loi a prescrit. Mais lorsque ça touche les autres, on nous oppose toujours des obstacles. Cela n'est pas normal. Il faut que nous parvenions à un niveau où la justice, qui est rendue au nom du peuple, le soit pour tous. Quelles que soient par ailleurs les fonctions qu'on occupe, quel que soit par ailleurs le bord politique dans lequel on se trouve. C'est cela la justice. Et nous interpellons ici Monsieur le Président de la République parce que c'est lui qui est le garant de tout cela. C'est lui qui est le garant de la séparation des pouvoirs. C'est lui qui est le garant de l'indépendance des juges. Il faut que Monsieur le Président de la République sache que nous éprouvons des difficultés dans la conduite de certaines affaires, tout simplement du fait des pressions multiples que nous subissons liées à la personnalité de certaines personnes, de certains individus que nous souhaitons entendre, que les juges souhaitent entendre. Il faut que des dispositions soient prises également pour que toutes les demandes, toutes les requêtes que la justice a adressées dans le cadre des procédures qui sont pendantes devant elle, que ces demandes-là trouvent des réponses. Parce que l'opinion doit savoir que lorsque un député ou un ministre doit être poursuivi, il n'appartient pas au juge d'aller directement procéder à son interpellation ou à son audition. Il y a des procédures, il y a des démarches qu'il faille suivre, et ces démarches-là, la loi n'a pas mis ça dans la main du juge. Ça ne dépend pas du juge, ça dépend d'une autre autorité qui doit l'assumer. C'est pour ça que la justice, c'est un concours. S'il y a un maillon de cette chaîne, de ce concours qui fait défaut, la justice va en pâtir. Et c'est pour cela que nous tirons sur la sonnette d'alarme. On a souvent fait procès à la justice d'être à deux vitesses. Nous ne sommes jamais complices d'une telle justice. Nous n'allons jamais être complices d'une justice à deux vitesses. Quand des individus sont impliqués dans des affaires, quel que soit le rang qu'ils occupent, nous allons solliciter, et nous le faisons, qu'ils viennent répondre devant nous, devant la justice. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu des procédures dans lesquelles des personnes croupissent en prison, pendant que les principaux auteurs ne sont pas inquiétés. Ce n'est pas la faute de la justice. La justice a demandé à ce que ces principaux auteurs-là viennent répondre. Mais la démarche qui devrait faire en sorte que ces auteurs ou ces présumés auteurs viennent s'expliquer devant la justice, c'est cette démarche qui n'est pas faite en amont, en aval de la position des juges. Et il faut que l'opinion le sache et qu'on cesse d'harceler la justice chaque fois qu'il y a lieu de parler de la répression des infractions économiques, chaque fois qu'il y a lieu de parler de l'assainissement. La justice a fait sa part de travail. Et c'est un travail remarquable. Maintenant, il reste aux autres d'assumer les leurs. Donc, pour terminer, nous disons que ce que nous vivons est extraordinaire. On ne peut pas tolérer que dans un état de droit, je vous apprends, peut-être pas un secret en vous disant que le Niger s'apprête à accueillir bientôt une rencontre internationale, la réunion de la Commission africaine des droits de l'homme, ici à Niamey. Lorsqu'on s'apprête à accueillir un tel événement, on n'a pas le droit de se comporter de façon à minimiser l'importance des institutions judiciaires. L'institution judiciaire, c'est le socle de la démocratie. C'est elle qui garantit tout.
Le juge, c'est le rempart contre l'arbitraire. Et Dieu sait que dans ce pays, les juges assument avec dignité ce rôle moral que leur confère leur position. Et les juges n'accepteront jamais, mais vraiment jamais, que pour des raisons ou pour d'autres, on avilisse leur travail, on leur empêche de faire leur travail, ou même quand ils rendent des décisions, qu'on refuse d'obéir, de respecter à ces décisions-là, tout simplement parce que on se fait fort d'une position ou d'un statut. La loi est la même pour tous. Elle doit être appliquée à tous. C'est ce message-là que nous voulons vous faire passer. Et in fine, nous vous disons que le syndicat autonome des magistrats du Niger ne restera pas sans réaction énergique devant toutes ces situations. Nous avons cherché à rencontrer le ministre garde des Sceaux hier, cela n'a pas été possible. Nous allons continuer à solliciter cette rencontre. Et mieux, peut-être nous allons même rencontrer le premier magistrat de ce pays pour lui exposer toutes ces situations-là. Si nous n'avons pas de satisfaction par rapport à ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'on laisse la justice faire son travail en toute indépendance, eh bien, ils seront seuls responsables des conséquences que cela pourrait entraîner. Parce que nous n'allons pas rester à regarder, impassibles, comme un théâtre se dérouler sous nos yeux, des choses qui interpellent nos consciences de juges et nos consciences de citoyens tout court.